Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on ouvre un document avec un titre qui, disons, annonce la couleur, l'échec absolu de la politique de Djibouti pour le nul. Ah oui, un titre choc. Clairement. C'est une analyse très directe, voire tranchante, sur la situation politique là-bas, à Djibouti. Notre but, c'est pas de juger si c'est vrai ou faux, mais plutôt de décortiquer ensemble les arguments clés. Tout à fait. Comprendre la logique interne du texte telle qu'elle est présentée. Exactement. Et d'entrée, ça frappe fort. Le document décrit Djibouti non pas comme un État normal, mais comme un, je cite, laboratoire du mépris. C'est puissant comme image. Déballons ça. Oui, laboratoire du mépris, ça donne le ton immédiatement. On sent bien que ce texte ne cherche pas vraiment la nuance diplomatique. Pas vraiment, non. C'est incisif. L'objectif semble être de provoquer, d'utiliser un langage fort pour décrire ce que l'auteur voit comme des réalités profondes, souvent cachées. Donc, on va plonger dans les différentes couches de cette critique en suivant l'argumentation de l'auteur. Et cette expression, laboratoire du mépris, elle est centrale en fait. Justement, restons là-dessus une minute. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, ce laboratoire du mépris selon la source ? Le texte dit que l'humiliation du peuple est devenue une politique d'État. Oui. Et que la souveraineté serait vendue aux plus offrants. Comment ça s'articule, cette idée de laboratoire ? Ce qui est frappant, c'est comment cette métaphore, elle structure toute la lecture de la situation, en fait. C'est pas juste une insulte, quoi. Non, c'est un cadre d'analyse. Exactement. D'un côté, ça suggère que la relation entre le pouvoir et les gens, elle est basée sur le mépris, sur l'infériorisation systématique. Laboratoire, ça peut même évoquer l'idée qu'on expérimente des techniques de contrôle. D'asservissement, peut-être. Voilà. Et de l'autre côté, ça touche à la souveraineté elle-même. Le document la présente pas comme un principe sacré, mais comme une marchandise. Une marchandise, hein ? Oui, dont la valeur se négocie selon les intérêts étrangers. Le texte pourrait dire un truc du genre « Le drapeau, ici, c'est moins un symbole d'indépendance qu'une enseigne qui dit « territoire alloué ». D'accord. Image forte. Donc cette image de départ, elle pose vraiment les bases d'une critique radicale qui va se dérouler point par point. Et le premier point, sans surprise, c'est le régime en place, celui du président Guelleh. L'évaluation, elle est sans concession. Il n'y aurait pas de gouvernance réelle, mais une exploitation. C'est ça. Les mots sont durs, Il exploite, écrase, efface. Et ça va plus loin, ça pointe des choses précises, comme le traitement des peuples autochtones, qui seraient, je cite encore, considérés comme des intrus sur la terre de leurs ancêtres. Oui, et ça colle parfaitement avec le portrait d'un régime autoritaire tel que le décrit cette source. Le point clé, vraiment, sur lequel le texte insiste, c'est cette différence entre gouverner et exploiter. Expliquez-nous ça. Pour l'auteur de ce document, c'est pas juste de la mauvaise gestion ou des erreurs ou même de la corruption classique, quoi. La critique, elle suggère une intention. Une logique où l'État, l'appareil d'État, il servirait pas l'intérêt général. Et plutôt Mais plutôt comme un outil pour extraire des richesses et contrôler au bénéfice d'une petite élite et peut-être de ses partenaires étrangers. Et ce traitement des populations locales comme des intrus, ça illustre dans cette logique le fossé total entre les priorités supposées du régime et les besoins des gens. Et cette logique d'exploitation, d'après la source, elle aurait des conséquences très directes sur la population, surtout les jeunes. Ah oui. Le document décrit un avenir très sombre pour eux, condamnés à l'errance, à la mendicité ou à la répression brutale. C'est terrible comme perspective. Absolument. Et dans l'argumentation du texte, ce manque de perspective pour les jeunes s'est présenté comme un symptôme flagrant de ce système d'exploitation présumé. Si un régime ne construit pas d'avenir pour sa jeunesse, ça suggère, selon l'analyse, qu'il ne se voit pas comme un État au service de sa nation sur le long terme, plutôt comme une entité prédatrice focalisée sur le court terme. Une vision très noire. Le texte pourrait le dire comme ça. La jeunesse djiboutienne, c'est le miroir brisé des promesses d'indépendance. Un horizon bouché par ceux qui devraient justement lui ouvrir les portes. Et au-delà des jeunes, c'est la dignité même des gens qui serait bafouée, d'après le document. Il parle de voix étouffée, de dignité piétinée. Ça résonne avec l'idée de mépris du début, ça. Tout à fait. Ces expressions, elles visent à montrer les conséquences humaines, politiques, de la situation dénoncée. Voix étouffée, ça suggère qu'on supprime toute critique, toute dissidence, contrôle des médias, de l'espace public. D'accord.
l'arbitraire, le manque de respect, l'humiliation même, que le texte attribue aux relations entre les citoyens et le pouvoir. Et ce ne serait pas accidentel. Non, selon cette source, ce serait voulu, constitutif du système. Maintenir les gens dans un état où ils n'ont ni les moyens, ni le droit de réclamer quoi que ce soit ou de contester. C'est, oui, une peinture très très sombre de la relation gouvernant-gouverné que ce document propose. Bon, après cette charge contre le régime, l'analyse s'attaque à un autre acteur, l'opposition. Et là aussi, le jugement de la source est hyper sévère, Ah oui? qualifié de mascarade, de théâtre grotesque. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve. Le texte critique pas seulement son inefficience, Non, il va plus loin? il va jusqu'à dire qu'elle serait financée par l'ancien colon français. C'est une accusation de collusion, c'est très grave ça. Oui, très grave. Et cette critique de l'opposition, c'est vraiment un point clé de l'argumentaire. Si le régime est l'oppresseur, l'opposition, telle qu'elle est décrite ici, ce serait pas une alternative, ce serait une partie du problème. Une partie du problème, ouais. Oui. La qualifier de mascarade, de théâtre, ça suggère qu'elle fait juste de la figuration, pour donner une illusion de démocratie, sans jamais menacer le système. Mhm. Et l'accusation de financement extérieur, par l'ancienne puissance coloniale notamment, ça vise à la décrédibiliser complètement, à la présenter comme une marionnette ou comme étant compromise. Et le texte utilise des mots encore plus durs. Il dit que cette opposition encaisse, collabore, trahit, et que ses membres sont des parasites d'un système qui se nourrit de la misère collective. Pourquoi cette violence dans les mots? Qu'est-ce que l'auteur veut montrer avec ça? Cette virulence encaisse, collabore, trahisse, parasite, ça vise à détruire toute légitimité de l'opposition institutionnelle, telle que l'auteur la voit. D'accord. Si l'opposition officielle est présentée pas seulement comme inefficace, mais comme carrément complice et profitant du système qu'elle fait semblant de combattre, dans la logique du texte, ça veut dire qu'il n'y a aucune issue politique par les voies normales. Ça renforce la position du régime, en fait. Directement, oui. Ça le montre comme tout-puissant, sans vrai contrepoids. Et ça rejoint l'idée des voix étouffées. Si même l'opposition participe à la mascarade, où est-ce que les vraies voix dissidentes peuvent s'exprimer? Ça suggère une impasse totale. Une impasse politique totale, oui, où les apparences de démocratie seraient complètement vides de sens. Le message caché, c'est peut-être que le changement, s'il doit venir, ne viendra pas de ces acteurs-là. Un autre concept très fort que cette analyse avance, c'est celui d'apartheid diplomatique. Pouvez-vous nous expliquer ce que la source met derrière cette expression choc? Ça semble opposer radicalement le traitement des étrangers et celui des Djiboutiens. Oui, apartheid diplomatique, c'est une formule choc, c'est clair. C'est utilisé par la source pour dénoncer ce qu'elle voit comme une ségrégation de fait, basée pas sur la race, mais sur le statut, l'origine nationale. En lien avec les intérêts internationaux. Exactement. Le texte décrit un contraste saisissant. D'un côté, les étrangers importants pour la stratégie ou l'économie, le personnel des bases militaires étrangères américaines, françaises, chinoises, japonaises, etc. Il y en a beaucoup. Et énormément, oui. Les employés des zones franches, les diplomates, les expatriés de haut niveau. Eux, ils seraient traités avec tous les honneurs, logés, nourris, protégés, honorés. Ils vivraient dans des bulles sécurisées avec des services auxquels les locaux n'ont pas accès. Le texte pourrait dire « ils sont dans des enclaves climatisées pendant que le peuple suffoque dehors ». Et de l'autre côté, le peuple djiboutien. Comment le texte le décrit dans ce schéma? De l'autre côté, le citoyen djiboutien ordinaire, que la source appelle l'autochtone, il serait toujours désavantagé, relégué à l'arrière-cour de son propre pays, privé des bénéfices économiques, des égards qu'on donne aux étrangers jugés utiles. Une population de seconde zone, donc. C'est l'image donnée, oui. Une population de seconde zone dans son propre pays, dont les besoins, les droits, seraient moins importants que l'accueil des puissances et des investisseurs étrangers. C'est cette division radicale, cette différence de traitement que la source appelle, de manière très polémique, apartheid diplomatique. L'utilisation du mot apartheid est évidemment très lourde de sens. Oui, elle vise à souligner la gravité, le côté systématique de l'exclusion que le texte dénonce. Et si on relie ça à la vision globale du document, Oui. la source fait un lien direct entre cet apartheid diplomatique et l'importance géostratégique et économique de Djibouti. La présence de toutes ces bases militaires, le développement des ports et des zones franches, ce ne seraient pas des atouts pour tout le monde, mais la cause même de cette situation. Donc la priorité du régime, selon ce texte? Serait de satisfaire ces acteurs internationaux pour assurer sa propre survie. Et cette politique se ferait, structurellement, au détriment du bien-être,
des droits, de la dignité de la population locale. Les intérêts étrangers seraient le moteur de cette ségrégation interne, d'après ce texte. Logiquement, après ça, la critique s'étend à la communauté internationale. Le texte l'accuse de maintenir un pacte de silence, d'être complice par intérêt, encore des mots très forts qui visent les capitales étrangères, les organisations internationales. Extrêmement fort, oui. Le document n'y va pas par quatre chemins. Il essaye d'expliquer les motivations derrière ce pacte de silence. D'abord, les grandes puissances, celles qui ont des bases militaires là-bas. Crucial pour elles. Voilà, elles auraient tout intérêt à maintenir la stabilité actuelle, même si c'est pas démocratique, même s'il y a des problèmes de droits humains, pour pas risquer de perdre leur accès stratégique. C'est une forme de réelle politique assez cynique qui est décrite. Et ça ne concerne pas que les États. Le texte parle aussi des multinationales qui sécurisent leurs contrats. Oui, dans les ports, la logistique, les télécoms. Et même les ONG sont critiquées, accusées de fermer les yeux ou de faire juste le minimum pour pas gêner le pouvoir et pouvoir rester sur place. C'est ça. Le tableau que la source dresse, c'est celui d'un accord tacite entre différents acteurs internationaux, États, entreprises, même humanitaires selon le texte, pour ne pas bousculer un régime qui, même critiqué, garantit la sécurité de leurs intérêts. Donc, la démocratie serait assassinée dans l'indifférence générale, pour reprendre les mots du texte. C'est l'affirmation, oui, et ça va même plus loin. Toute tentative extérieure sincère d'aider les gens ou de pousser à un vrai changement serait activement neutralisée, expulsée, discréditée par le régime, avec la passivité, voire la complicité implicite de ses protecteurs étrangers, toujours selon cette analyse. Ça soulève une question importante, toujours du point de vue de cette source. Comment s'articule la réelle politique internationale et les principes affichés de démocratie, de droits humains? Il faut bien insister, on rapporte ici l'analyse de ce document précis. Bien sûr. Et ces documents expliquent la situation par une hiérarchie claire des intérêts. Le géostratégique et l'économique passeraient toujours avant les valeurs démocratiques. La stabilité offerte par le régime actuel, même si elle est décrite comme autoritaire, serait jugée préférable par les acteurs extérieurs à l'incertitude d'un changement politique dans une région aussi. Aussi stratégique et volatile. Voilà. C'est en tout cas l'interprétation très critique que ce texte propose. Toute cette argumentation, très dense, très critique, elle mène à une conclusion. Particulièrement cinglante. Formulée en une seule phrase par l'auteur, je la cite. « Djibouti est un territoire occupé par une dictature locale, protégé par des puissances étrangères et administré par des traîtres en costume. » C'est radical comme synthèse. Oui. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final, si on suit la logique de cette analyse? Cette phrase finale, elle fonctionne comme le point d'orgue, oui. Chaque mot est choisi et renvoie à ce qu'on a vu avant dans le texte. Dictature locale, ça résume la critique du régime guélé. Exploiteur, pas gouvernant. Exactement. Protégé par des puissances étrangères, ça résume les accusations de complicité, le pacte de silence international motivé par les intérêts. Et enfin, administré par des traîtres en costume. Ça vise qui, ça? Ça semble viser à la fois l'opposition, qualifiée de mascarade complice, et plus largement l'élite djiboutienne que l'auteur perçoit comme ayant trahi le peuple pour ses propres intérêts et ceux des étrangers. D'accord. C'est une conclusion qui laisse aucune place à l'optimisme, à la nuance. Ça résume la vision profondément pessimiste et accusatrice du document. Et il faut rappeler encore une fois, c'est cette interprétation radicale, celle de cette source unique qu'on a explorée aujourd'hui. Pour résumer les points clés de notre exploration de ce texte, l'échec absolu de la politique de Djibouti pour le nul, on a donc vu une analyse extrêmement critique. Qui dépeint Djibouti comme ce laboratoire du mépris où la souveraineté serait à vendre. Oui. Elle attaque de front le régime en place, le qualifiant d'exploiteur. Elle décrit une opposition jugée inutile, voire complice. Elle avance ce concept choc d'apartheid diplomatique pour parler d'une discrimination entre étrangers et nationaux. Et enfin, elle accuse la communauté internationale d'une complicité passive à cause de ses intérêts. Un pacte de silence. C'est ça. Ce document offre une lecture très sombre, un réquisitoire, vraiment. Et en guise de réflexion finale, tirée uniquement de la perspective de cette source, cette analyse nous met face à une question fondamentale sur la souveraineté aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation stratégique. Laquelle? Elle nous invite à interroger cette tension, décrite ici de manière extrême, bien sûr, entre l'indépendance affichée d'un pays
et les puissants intérêts géostratégiques, économiques internationaux qui, d'après ce texte, peuvent aller jusqu'à vider cette souveraineté de son sens, au détriment des gens eux-mêmes. Et sur la responsabilité internationale? Oui, le document soulève aussi, avec son accusation de pacte de silence, une question troublante sur cette responsabilité face à des régimes jugés autoritaires mais utiles stratégiquement. Où est la limite, selon ce texte, entre la non-ingérence et ce qu'il appelle un cautionnement passif? C'est une des questions complexes que cette analyse, par sa radicalité même, met en lumière de façon assez crue.